Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalam ala rasulillah. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue à l'invité de la semaine. Nous recevons notre voisin, c'est la deuxième fois que nous le recevons ici même à la télévision Al Bayan. C'est son excellence Richard Bell. Merci d'avoir accepté notre invitation et nous sommes toujours heureux de vous recevoir ici chez vous, à la radio et à la télévision Al Bayan. Merci, je suis très heureux d'être avec vous. Et l'actualité oblige, on est obligé de discuter avec vous de certains sujets d'intérêt commun qui intéressent également nos téléspectateurs, nos auditeurs, votre pays, les États-Unis. D'entre de jeu, récemment, des diplomates étaient ici en Côte d'Ivoire après avoir visité la Sierra Leone, le Libéria, la Tanzanie. Pourquoi ces parlementaires du Congrès américain ont visité notre pays, la Côte d'Ivoire, et qu'est-ce qu'ils ont dit de concret pour raffermir les liens entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis? Effectivement, nous avons reçu la visite d'une importante délégation du Congrès américain menée par le président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants. Nous avons la Chambre des représentants et le Sénat, mais toutes les lois des finances doivent débuter à la Chambre des représentants. Donc ça, c'était vraiment une visite importante. Il y avait 7 membres du Congrès au total. Et vous avez raison, ils ont choisi la Côte d'Ivoire parmi 4 pays africains et le seul pays francophone. Et ils ont pu faire d'une pierre deux coups, si vous voulez, parce qu'il y a aussi la Banque africaine de développement ici. Et ce n'est pas une coïncidence que cette banque soit à Abidjan, parce que vraiment la Côte d'Ivoire est le moteur économique de cette sous-région, disons, de l'Afrique occidentale francophone. Et ils ont eu une très bonne visite. Ils ont été très impressionnés par ce qu'ils ont entendu lors d'une discussion très franche avec Monsieur le Premier ministre, qui a fait une partie de son éducation aux États-Unis, donc il s'exprime parfaitement en anglais, donc il n'y avait pas du tout de problème de communication. Il y avait aussi Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, qui parle anglais, Kandia Camara, qui parle anglais parce qu'elle a enseigné l'anglais dans le passé. Donc il n'y avait pas de problème de communication entre eux. Ils ont été très impressionnés de voir que nous avons une vision commune en ce qui concerne les valeurs et les intérêts. On pourra approfondir plus tard, mais voilà. Okay, en tout cas, nous y reviendrons à la fin de l'entretien où on aura discuté de l'aspect santé et surtout infrastructure. Mais nous y reviendrons. L'actualité, c'est la crise en Ukraine. On le sait très bien depuis le jeudi 24. L'Ukraine, on va dire, est attaquée par la Fédération de la Russie. On dénombre plus de des centaines de morts, près de 2 millions de déplacés qui se sont réfugiés dans les pays limitrophes, notamment la Pologne et la Roumanie. Qu'est-ce que votre pays, les États-Unis, fait pour amener la paix dans cette partie de l'Europe? Alors, cette guerre est à sens unique. Personne ne menace la Russie, personne ne menaçait la Russie. Et qui voudrait menacer un pays aussi grand, aussi militarisé, doté d'armes nucléaires et d'un si grand nombre d'armes nucléaires? La réponse, c'est personne. Personne ne cherche des ennuis avec la Russie. L'OTAN est une alliance défensive de dissuasion pour justement dissuader les tendances agressives qui sont maintenant, hélas, avérées de la part de la Russie. Mais cette guerre est à sens unique, elle n'a pas de sens. Quand le président Poutine a annoncé qu'il mettait ses forces nucléaires en alerte, c'était une pure provocation, mais le président Biden n'a pas réagi. Nous n'avons pas mis nos forces nucléaires en alerte. Au contraire, quelques jours avant l'invasion russe de l'Ukraine, le président Biden s'était adressé directement au peuple russe et leur avait dit « Vous n'êtes pas notre ennemi ». Et c'est vrai. Étant le pays d'immigration par excellence, les États-Unis comptent parmi leur population des gens issus des 4 coins du monde, de toutes les ethnies, y compris russes. Et donc nous n'avons rien contre quelque peuple que ce soit. Mais là, ce que fait Poutine est un retour à ce monde d'avant les années 1940. Parce que pendant des milliers d'années, les chefs puissants se créent un empire par la conquête. Mais depuis les années 1940, qu'est-ce qu'il y a qu'il n'y avait pas auparavant? Il y a les Nations Unies. Et depuis la décolonisation, presque le monde entier adhère à ce système. Or, la Charte des Nations Unies interdit les guerres de conquête. Avant, il n'y avait pas d'interdiction de guerre de conquête, et c'était la tradition. Si on avait la force de conquérir un territoire, on partait à la conquête.
Mais de nos jours, ce n'est plus acceptable et le monde entier est en train de dire à la Russie, non, ce n'est pas acceptable. Et c'est très important ça. Et je voudrais donc remercier la Côte d'Ivoire et tous les pays africains et autres qui se sont solidarisés. Le vote à l'Assemblée générale des Nations unies, c'était 141 à 5. 141 pour condamner l'invasion russe contre seulement 5 pays qui n'étaient pas d'accord. Donc, c'est une crise qui menace la situation que le monde vit depuis des décennies, qui est considérée en Europe comme la longue paix, parce que c'est la plus longue période de paix depuis des siècles. Et donc, c'est un acquis à conserver. Et j'espère que nous allons pouvoir le conserver. Alors, justement, avec les sanctions économiques, les sanctions diplomatiques, on va même parler des sanctions sportives, parce que des athlètes russes et biélorusses ont été carrément bannis dans certaines compétitions. Est-ce que cela ne va pas réveiller les vieux démons, comme vous l'avez dit, de la guerre froide entre votre pays, les États-Unis, et le bloc de l'Est dominé d'alors par l'URSS, pour ne pas créer encore d'autres tensions, pour déséquilibrer ce monde? Quel bloc de l'Est? La Russie se trouve vraiment isolée là. Le monde entier est choqué par cette invasion qui n'a pas de sens, aucune justification. Moi-même, je souhaite qu'on ne stigmatise pas le peuple russe, parce que beaucoup de Russes protestent contre cette guerre. Et il y en a déjà des milliers qui se sont fait arrêter par ce régime de Poutine, tout simplement parce qu'ils ont osé protester de façon pacifique contre cette guerre qui est en train de détruire un pays voisin avec lequel ils partagent beaucoup, parce que ce sont leurs frères slaves. On estime déjà plus de 400 morts de civils et près de 2 millions de déplacés déjà, c'est beaucoup. C'est énorme, c'est la pire tragédie de ce genre depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale en termes d'invasion d'un pays souverain par un autre pays souverain. Il y a eu cette même dynamique quand l'Irak a envahi le Koweït, mais ça c'était à plus petite échelle. La Russie contre l'Ukraine, c'est à beaucoup plus grande échelle. On espère que la paix reviendra un peu plus tôt grâce aux efforts que votre pays et les autres pays fourniront pour que les uns et les autres s'asseyent sur la table des négociations. Alors justement, vous avez posé la question, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de mettre fin à cette guerre? Alors ces sanctions contre la Russie sont extrêmement sévères, mais on ne les a imposées qu'après le lancement de cette invasion, après avoir averti la Russie très clairement que si la Russie envahissait, on prendrait ces sanctions et qu'on était unis avec nos partenaires européens. On était tous solidaires pour faire ça. On ne voulait pas le faire. Donc on a averti clairement. Poutine a décidé d'envahir quand même. Et maintenant, déjà après seulement des jours, les sanctions mordent de façon très pénible. L'économie russe est en très mauvais état. Donc, puisque c'est une guerre à sens unique, Poutine pourrait arrêter cette guerre aujourd'hui et ce serait très facile. Il n'a qu'à déclarer qu'il a atteint ses objectifs et arrêter. Parce que personne ne menace la Russie. L'Ukraine ne contre-attaque pas en Russie. L'Ukraine ne fait que se défendre à domicile. Et ce que l'OTAN, la grande alliance défensive que Poutine prétend se sentir menacé d'avoir cette alliance près de lui, l'OTAN a dit très clairement, nous n'allons pas faire la guerre en Ukraine. Le monde est donc en train de voir que vraiment l'OTAN est une alliance défensive, une alliance de dissuasion pour décourager les sortes d'aventures que Poutine vient de lancer. On espère que la paix reviendra très vite dans cette région de ce monde parce Absolument. Que les enfants, les femmes et d'autres personnes en souffrent. Vous suivez la télévision Al Bayan, l'invité de la semaine, c'est son Excellence l'ambassadeur Richard Bell. C'est la deuxième fois que nous le recevons ici dans le studio Cheikh Boakari Fofana de la télévision Al Bayan. On va aborder le deuxième sujet de cet entretien avec vous, c'est la sécurité dans la sous-région, surtout particulièrement en Côte d'Ivoire. Il y a quelques semaines, du 15 au 28 février dernier, 400 militaires issus de 10 pays ont participé au Flintok, ici même à Jacquesville. Le Flintok, c'est quoi? Pourquoi la sécurité est au cœur de vos relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et entre notre pays et le vôtre?
En fait, la majeure partie de notre coopération bilatérale avec la Côte d'Ivoire depuis plusieurs années n'est pas sécuritaire, c'est plutôt dans le domaine de la santé et d'autres domaines civils, mais on en parlera tout à l'heure. À la fin de cet entretien. Mais dans le domaine de la sécurité, il est évident que la Côte d'Ivoire fait face à une menace réelle de la part de groupes d'extrémistes violents basés dans les pays voisins au nord, le Mali et aujourd'hui surtout le Burkina Faso. L'exercice militaire Flintlock est un exercice annuel depuis plusieurs années en Afrique de l'Ouest. Ça change de pays chaque année. Et cette année, à cause de la pandémie, c'était un peu réduit, mais l'année dernière, la pandémie avait obligé d'annuler carrément. Alors au moins, cette année, on a pu faire quelque chose. Et il y avait 4 pays africains et 6 pays occidentaux, et c'était des soldats des forces spéciales, les commandos. Et c'était une occasion d'échange, parce que nous sommes convaincus que la clé de la réussite dans le domaine sécuritaire, c'est que l'État ait le soutien de la population, et pour cela, le comportement de ceux qui portent l'uniforme est très important. Leur professionnalisme au quotidien est très important. Et nous sommes convaincus, surtout par l'expérience vécue, que le professionnalisme, le respect de la loi, le respect des droits de la population, ça permet de gagner beaucoup mieux que l'approche alternative qui est d'essayer d'écraser toute opposition par tous les moyens, à quelque prix que ce soit. Nous avons vraiment eu beaucoup de réussite en Irak par cette approche de proximité auprès de la population. En 3 mois, en l'an 2007, le nombre de morts violentes en Irak a baissé de 90%. Donc vraiment, ça peut marcher. Mais ce professionnalisme quotidien de ceux qui portent l'uniforme, il y a beaucoup à faire pour le développer. Et vous pouvez aisément comprendre que si les forces de sécurité se sentent menacées, on leur tire dessus. Il leur est très difficile parfois de garder leur discipline et de ne pas massacrer tous ceux qu'ils trouvent devant eux. De ne pas réagir. Il y a des réactions humaines, les soldats ne sont pas des robots. Mais en Côte d'Ivoire, je suis convaincu que les plus hautes autorités partagent cette vision éclairée que la réussite dépend du professionnalisme de ceux qui représentent l'État pour gagner le soutien, la confiance de la population, et nous sommes très fiers de pouvoir contribuer à cela. Alors, mais globalement, c'est un problème sous-régional, c'est-à-dire touché par le nord du Mali, certes, il y a le Burkina, mais les pays côtiers subissent le boomerang de ce qui se passe là-bas. Est-ce que vous allez soutenir tout cet ensemble-là afin d'aider ces pays-là à faire face à cette nébuleuse? C'est une très belle question à laquelle je peux répondre que oui, il y a une initiative tellement nouvelle qu'elle n'est pas encore pleinement développée, mais pour appuyer les efforts des 5 pays côtiers allant de la Guinée au Bénin, donc Guinée, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, et vraiment renforcer leur capacité à prévenir cette menace. Parce qu'on est encore au stade de la prévention ici, et prévenir vaut mieux que guérir. Hein. On préfère rester là. Ouais. Et évidemment, chaque pays a ses propres spécificités, ses propres capacités, et c'est le gouvernement de chaque pays qui doit être responsable de ce qui se passe sur son territoire, parce que ce sont des pays souverains. Mais une approche régionale peut apporter un peu plus de cohérence aussi, tout en respectant la souveraineté de chaque pays. Et les autorités ivoiriennes ont exprimé vraiment leur grande volonté de participer à cette initiative. Nous espérons développer un plan de coopération sur 10 ans, ce qui pour nous est un horizon plus long que d'habitude. Normalement, on fait les choses par tranche de 3 ou 5 ans, mais là, on veut regarder plus en avant. Vous suivez la télévision Al Bayan. L'invité de la semaine, c'est l'ambassadeur, son Excellence, Richard Bell, qui nous fait l'amitié de nous rendre visite ici à la télévision Al Bayan. Nous parlons de l'Ukraine, nous parlons de la sécurité en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. On va aborder le dernier élément de cet entretien, c'est le PEPFAR, dans le domaine de la santé, où votre pays a énormément investi, notamment dans la lutte contre le sida, et récemment avec
la Covid ou le Covid-19. Vous avez également investi. On peut faire un bilan de cette coopération entre votre pays et la Côte d'Ivoire? Volontiers. Alors, depuis 2004, notre plus grand programme en Côte d'Ivoire, c'est le PEPFAR, c'est la lutte contre le VIH-Sida. Et à hauteur de 100 millions de dollars par an, ça nous fait 1,7 milliard de dollars jusque-là. Et jusqu'à ce jour, les contribuables américains financent les 2/3 de la lutte contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. L'impact est réel. Hein, l'impact est réel parce que le taux d'infection a beaucoup diminué. Il est encore assez élevé pour cette région, mais beaucoup moins élevé qu'ailleurs en Afrique. Il y a aujourd'hui quelques 240 000 personnes qui ont été dépistées, donc qui savent maintenant qu'elles ont le virus, mais la grande majorité d'entre eux, ils suivent le traitement qui consiste en une pilule par jour, c'est tout. Et avec ça, ils peuvent réduire la charge virale, la quantité de virus dans le corps, au point de ne pas pouvoir transmettre le virus. Donc ce n'est pas seulement leur propre santé, leur propre vie qui est protégée, ça les empêche de faire la contagion auprès d'autres personnes. Donc c'est un nombre incalculable qui sont protégés. Alors, pour ce qui est du Covid, nous sommes ça fait 2 ans maintenant, ça a endeuillé le monde avec plusieurs morts. Mais en Côte d'Ivoire, la pandémie a fait moins de ravages que presque partout ailleurs et il faut féliciter la Côte d'Ivoire pour cela. Il y a un élan de solidarité. Les États-Unis, à eux seuls, ont déjà donné à titre gratuit plus de 6,5 millions de doses de vaccins contre le Covid à la Côte d'Ivoire. Et nous avons maintenant un programme de 17 millions de dollars supplémentaires pour aider à augmenter le taux de vaccination. Parce que c'est bien d'avoir les doses disponibles, mais il faut encore que les gens viennent se faire vacciner. Et pourquoi se faire vacciner s'il y a très peu de Covid pour le moment? Eh bien, c'est parce que quand on est vacciné, le virus circule moins facilement. Et plus le virus circule, plus il y a le risque d'un variant qui pourrait être plus dangereux que le variant actuel. Avec, en tant qu'observateur averti, est-ce que déjà ce qui a été fait sur le terrain avec vos investissements, ça et là, et la sensibilisation, est-ce qu'on peut croire jusqu'à les 3 prochains trimestres ou les 2 prochains trimestres que les gens pourront vivre aisément malgré la présence de ce virus dans le monde? Alors, pour le moment, les choses vont dans la bonne direction. À l'ambassade américaine, où nous sommes vraiment très bien informés parce que nous avons des experts en épidémiologie du centre CDC qui travaillent à l'ambassade depuis bien avant la pandémie, nous avons jugé que nous pouvions nous passer du masque au sein de l'ambassade maintenant parce que notre taux de vaccination est si élevé et le nombre de cas de Covid est si bas pour le moment. Mais nous avons vu autour des vacances de fin d'année qu'il y a eu un pic dramatique de Covid, alors il ne faut pas baisser les armes. Il faut donc vraiment trouver moyen d'encourager les gens à aller se faire vacciner. Le gouvernement ivoirien a mis en place un système très impressionnant. Rien qu'à Abidjan, il y a plus de 160 centres de vaccination contre le Covid. Ce n'est pas difficile d'aller se faire vacciner, il suffit de se donner la peine de le faire. Et si tout le monde se fait vacciner, vraiment, le virus aura du mal à circuler et il y aura moins de chances de voir un variant émerger qui pourrait vraiment relancer la pandémie. Voilà. On profite de cette occasion pour inviter les uns et les autres à se faire vacciner, de Absolument. continuer. C'est 2 doses, je crois. Et Johnson, ça c'est une seule dose. Dernière question, Excellence, c'est le MCC, Millennium Challenge Corporation, où le gouvernement américain a octroyé, je crois, près de 500 millions de dollars du contribuable américain à l'État de Côte d'Ivoire, a investi dans 2 grands projets, notamment la mobilité et surtout les écoles de proximité. Nous sommes, je crois, à 4 ans de la fin de ce programme. Quel bilan on peut faire? Est-ce que vous êtes satisfait en tant que représentant des États-Unis en Côte d'Ivoire de la réalité de cet investissement dans notre pays?
Merci beaucoup pour cette question. Tout d'abord, je voudrais féliciter la Côte d'Ivoire qui s'est rendue éligible, parce que le MCC représente une nouvelle approche en ce qui concerne la coopération. Il faut être éligible. Il faut qu'un pays démontre sa capacité et sa volonté à bien gouverner et bien gérer les ressources. Et puis, ça lui permet d'obtenir un investissement vraiment important de la part du gouvernement américain. En effet, le chiffre s'élève à 536 millions de dollars sur maintenant 6 ans, parce que ça a été prolongé d'1 an à cause de la pandémie. Et il y a, comme vous avez dit, 2 grands volets, éducation et transport routier. En fait, les routes reliant le port d'Abidjan au système routier de l'autre côté de la ville d'Abidjan pour atteindre toutes les provinces du pays et même les pays enclavés. Pays de l'Interland. Voilà. Mais pour ce qui est du volet éducation, il s'agit de construire jusqu'à environ 80 collèges de proximité, surtout dans les régions de Béké. Oui, alors le Béké, hein, pas seulement la ville de Boaké, et la région de San Pedro. Et ces collèges seront placés, après études vraiment fines, à des endroits où ça encouragera vraiment les jeunes filles, adolescentes, à poursuivre leur éducation, parce que l'école ne sera pas trop loin de chez elles. Et il y a beaucoup de jeunes filles qui hésitent, ou leurs parents hésitent, à les laisser poursuivre leur éducation si l'école est trop loin de la maison, pour des raisons de sécurité qu'on peut comprendre. Et il y a aussi dans ce volet un aspect formation technique qui sera développé en partenariat avec le secteur privé ivoirien pour bien cibler quelle sorte de formation il faut offrir pour qu'il y ait des emplois pour ceux qui auront été formés. Et donc il faut comprendre quel est le marché de l'emploi, quelle est la situation économique de la Côte d'Ivoire, de quelle sorte de capacité est-ce que le marché de l'emploi a besoin. En tout cas, on espère que cela va aboutir pour le bonheur de toute la population, raison pour laquelle il y a cette coopération bilatérale entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. C'est la fin de cet entretien. Votre dernier mot avant de nous séparer? Je crois que vraiment le moment est bien choisi pour augmenter notre partenariat avec la Côte d'Ivoire, et la délégation du Congrès est repartie avec cette même conviction. Et on rappelle que parmi cette délégation, il y avait Ilhan Omar de Minnesota, la seule femme voilée qui est parlementaire au Congrès américain. Donc, elle est réfugiée somalienne qui a acquis la nationalité américaine, et elle est la première africaine à siéger au Congrès. Africaine de naissance, parce que maintenant elle est américaine, mais elle est la première africaine de naissance elle-même, pas descendante d'Africains, mais africaine elle-même, à siéger au Congrès américain, et elle est une des 2 premières femmes musulmanes à siéger au Congrès américain. En tout cas, merci pour ces informations précises sur cette parlementaire qui était à Abidjan avec d'autres membres du Congrès américain, ils étaient au nombre de 7. Merci, Excellence, d'avoir accepté cet entretien. Vous étiez l'invité de la semaine. Merci beaucoup. C'est la fin de cet entretien réalisé par Hassan Metogra Traoré. Merci de l'avoir suivi. Excellence sur le programme sur la télévision Al Bayan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.